14 janvier 1999. Ouanfersé-Bollay, commune de Sambreville. Le cimetière est fermé au public pour cause d'exhumation. Une autopsie va être pratiquée sur le corps d'une jeune femme décédée un mois auparavant. Son nom, Fabienne Jopard. C'était la veuve d'un certain Bruno Tagliaferro. Le 18 décembre 1998, pour le médecin appelé sur place, Fabienne Jopard s'était suicidée par le feu. Voilà. On fait un petit reportage ici Oui. sur ce qui s'est passé le 18 décembre. Est-ce que... C'est sûrement ce que je suppose que c'est pour la voisine. Oui, oui, oui. Ben, nous, on la voyait très peu. Quand elle sortait, c'était toujours pour dire bonjour aux petits. Oui. On voyait bien qu'elle avait l'air, comment est-ce qu'on dit? Elle était toujours gaie, joyeuse quand on la voyait, toujours bien habillée, comme prête à sortir quelque part. Mais Oui, oui, très rarement. Les enfants, on n'a jamais vu. Dernièrement, on l'a vu avec un homme, Ah oui. mais que 2 jours. Oui. Alors, C'était juste avant sa mort? juste le jour, la veille. La veille. Alors, vous, le 18 décembre, vers 20h, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il était 20h moins quart. Le plus vieux des garçons a frappé à la porte en demandant que je téléphone au centre. Le plus vieux des garçons, c'est quand même... à quel âge avait-il? Le plus vieux des garçons, il a 14-15 ans. Je crois qu'il vivait avec sa tante ou son tonton, quoi. Il venait dire bonjour à sa maman, il n'y a personne qui ouvrait. Il était par derrière, il a monté et il a vu sa maman qui était... Est-ce que c'est lui qui aurait défoncé la porte? Je ne saurais pas vous dire ça. Il m'a dit sonne vite parce que maman est couchée par terre. Et alors j'ai demandé au sang de venir et en même temps demandé à la police de venir parce que le garçon demandait que la police vienne, quoi. Les pompiers sont venus aussi? Oui, mais plus tard. Et est-ce que c'est eux qui ont éteint le feu? Il n'y avait pas de feu. C'était... On aurait dit que c'était de la fumée, mais c'était pas comme de la fumée, c'était... Ça se consumait? Ça se consumait, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé directement mon filleul, toujours, je veux dire, nerveux, tout ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, eh ben, ma mère est en haut. J'ai voulu monter jusqu'en haut. Puis, quand elle est sortie, le commissaire m'a dit, demande je sais pas si c'était un gendarme ou un de la BSR, demande qui j'étais. Alors, le député dit que j'étais le frère. Et il dit, ah ben écoutez, votre sœur est morte, elle s'est suicidée en s'aspergeant de méthanol, machin. Méthanol. Méthanol, ouais. Et elle est morte. Disons que là, je suis resté un peu sous le carreau. Bon, il voulait que le petit gamin reste, Joachim. C'était lui qui avait découvert. Oui, il a découvert, il est monté. Bon, si vous voulez, il devait voir sa mère. La porte était fermée. Alors, il a vu que la porte derrière était ouverte. Il a demandé une lampe de poche au voisin d'en face. Alors il a eu un briquet. Pourquoi une lampe de poche? Parce qu'il faisait noir, il n'y avait pas de courant. Et quand vous êtes arrivé, il y avait de la lumière dans la maison? Non, il n'y avait que de la lumière dans la chambre. Ils avaient mis des spots. Ça, je me rappelle, le grand spot. Pour moi, vers ma soeur. Je sais bien qu'on prenait des photos. Donc il n'y avait pas d'électricité? Non, non. Alors, quand on vous a annoncé que c'était un suicide, c'est qui vous l'a annoncé? C'est le commissaire. Il parlait de... Ah ben, c'est une qui s'est cramée. Hein, et c'est tout. N'en parlons plus. Terminé. Voilà. C'est plus ou moins le mot qu'il a dit. Une qui s'est... C'est même pas cramée qu'il a dit, c'est une qui s'est... dire, foutu le feu sur elle. Elle était brûlée? Non. Non, ça, je peux certifier qu'il a même pas un cheveu. Si, je peux dire que c'est bas, je veux dire, c'est comme s'il y a eu, je veux dire, un briquet qui a brûlé à deux endroits, c'est tout ce que je peux dire. Donc l'histoire du méthanol dont elle s'était aspergée, vous n'y avez pas cru? Non. Et alors, une qui se suicide ne laisse pas la porte derrière ouverte, n'éteint pas le compteur,
ne fait pas ses pommes de terre pour manger, ne se lave Vous pas. avez trouvé ces pommes de terre? Ouais, et j'ai même goûté pour voir s'il y avait du sel, il y avait du sel dedans. Et- Et si les pommes de terre étaient nouvelles. Elles étaient crues. Ouais, elles étaient crues. Elle allait cuire, elle allait faire son petit manger sur pause après avoir, bon, elle s'est lavée. Pour moi, elle allait s'habiller. Vous pensez qu'il y a eu de la fumée dans la chambre? Oui, oui, je pense plutôt qu'il y a eu, on a essayé de foutre le feu pour, moi je pense qu'on a essayé de maquiller ça, mais celui qui a foutu le feu, il a fermé la porte, et en fermant la porte, hein, le feu s'est étouffé, et il y a eu plus de fumée, et alors elle s'est asphyxiée comme ça. D'ailleurs, l'autopsie le dit bien, elle est morte asphyxiée, pas brûlée. Alors bon, ben, je veux dire, un gamin de 10 ans l'aurait bien vu. Mais bon. L'autopsie n'a pas eu lieu à ce moment-là. Non, elle a eu lieu, bien, un mois après. Après qu'on ait annoncé sa mort officiellement le Ouais. 6 janvier. Il a fallu remuer, je veux dire, l'affaire. C'est une femme qui a téléphoné, qui a fait, qui a remué tout ça. Une amie à À Fabienne. Fabienne? Ouais, qui a téléphoné à gauche, à droite et c'est elle qui, disons, d'un sens, qui a tout bougé. Le dernier contact que j'ai eu avec Fabienne, c'était au mois de novembre, l'année dernière, début novembre. Début novembre 98. Dès le départ du décès de sa mort, pourquoi qu'on a attendu autant de temps avant de l'annoncer à Neuchâteau? Et comment l'avez-vous appris, vous? Parce que un enquêteur ici de Namur, sachant bien que j'étais fort en contact avec Fabienne, il m'a téléphoné le 6 janvier, ici plus ou moins vers 8h30, en me disant que Fabienne Jopard était décédée, qu'elle s'était suicidée. Ma première réaction, j'ai dit, ça c'est pas possible, je dis. Ça, c'est pas possible. Je me suis tourmentée au téléphone. Il m'a dit, si, c'est un suicide, c'est un suicide, c'est un suicide. Mais s'il te plaît, n'en parle pas à la presse, n'en parle pas à la presse. Je te téléphone. Tutoie? Oui, oui. Il me tutoie. Et tout de suite, je dis, c'est pas possible, Daniel, elle ne s'est pas suicidée. C'est pas possible, c'est pas possible. Sachant bien, ça je ne l'ai pas mise au courant, qu'elle m'avait téléphoné début novembre, qu'elle m'avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle était heureuse. Alors, ça restait comme ça, mais il m'a supplié de ne pas avertir les médias. Et le 7 janvier, il y avait déjà au niveau des informations, la RTB, qu'on passait le décès de Fabienne Jopard. Le 14 janvier 1999, le parquet de Namur, au cours d'une conférence de presse, ne parlait plus de suicide, mais bien de meurtre. Au début du mois de janvier, cette affaire a été mise à l'instruction et confiée à M. le juge d'instruction Comilio, qui connaissait bien le dossier Tagliaferro. S'il est vrai que Mme Jopard a des antécédents dépressifs, c'est une dame qui avait subi encore tout récemment une hospitalisation dans un hôpital carolorégien pour des faits de dépression. Lors de la fouille du logement occupé par Mme Jopard, on a retrouvé une sacoche avec des documents appartenant à un monsieur. De par des déclarations familiales, on a appris que peu avant son décès, en fait depuis le début du mois de novembre, Mme Jopard avait rencontré dans l'hôpital de Charleroi que je mentionnais tout à l'heure, un monsieur avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale. Il apparaît des déclarations formulées par celui-ci, de nombreuses contradictions, des mensonges, des incertitudes, des imprécisions, qui laissaient l'impression qu'il y avait un problème, en tout cas concernant cette personne. Monsieur Comilio a décerné mandat d'arrêt du chef de meurtre, d'homicide, à l'égard de cette personne, donc ce monsieur Motard, qui est actuellement détenu depuis le 13 janvier, ici à la prison de Namur, et des devoirs d'investigation sont toujours en cours. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le dossier du trou, on est dans le cadre d'hypothèses que l'on formule dans ce dossier d'une relation qui se serait mal terminée et dont ce monsieur, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, pouvait être éventuellement l'auteur. Ouais, ça c'est pour noyer le poisson, je vais dire. Parce que, je dis franchement, il s'était disputé la veille, je suis d'accord. Mais je sais bien que, il y a 2 jours, mon beau-fils de 14 ans là, lui a dit que si il remettait les pieds là, il avait un couteau qui lui foutrait dans... Et c'est pas un type qui est courageux assez pour revenir. Alors je veux dire, un truc comme ça, non.
15 jours plus tard, le Nivellois, toujours inculpé, était remis en liberté. Vous, monsieur Jopard, qu'est-ce que vous avez pensé quand on a dit que votre fils était suicidé? Disons qu'on ne l'a pas cru. Surtout de cette façon-là, quoi. Bon, on nous aurait dit se suicider par médicaments. Hein. Là, mon Dieu, on l'aurait encore bien cru parce que c'est vrai que quelquefois elle exagérait un petit coup dans les doses. Bon, elle avait la sclérose et quelquefois, ben. Hein. Puis, ça la déprimait, ça, le fait qu'elle était malade? Ben, un petit peu, oui, quand même. Et tous les événements qu'il y avait déjà eu avant, ben. Hein. Alors, quelquefois, elle exagérait dans les doses. Et déjà eu même, quelquefois, des petites alertes qu'on nous a téléphoné, qu'on a descendu en vitesse et tout ça. Mais de cette façon-là, connaissant ma fille. Elle vous a déjà dit qu'elle était menacée? Ben, elle le disait souvent. Oui. Souvent, elle disait même à nous de faire attention à ce que c'est là. Combien de fois qu'elle nous l'a dit? On disait, bah, je te... Ce serait pour quelle raison? Ben, ma fille a toujours cherché à savoir ce qui s'était passé. En ce qui concerne son avec mon mari? beau-fils. Et, bon, on sait bien qu'elle était mettre son nez un petit peu où il ne faut pas. Est-ce que c'est ça maintenant? Elle a vraiment fait des recherches? Oui. Oui, elle en a fait. Et elle a été dans des coins. D'ailleurs, on l'avait prévenu à plusieurs reprises. Ah, Fabienne, arrête. Parce qu'un jour ou l'autre. Francie, elle allait dans quel secteur? Je sais bien qu'elle est de temps en temps à Charleroi, chez des Marocains, dans des cafés qui s'appellent. Je suppose que c'est là-bas qu'on vend un peu certaines choses qu'on ne peut pas, mais bon. Des substances, des stupéfiants? Oui, sûrement. Et je sais bien que, bon, elle essayait de savoir qui avait tué son mari. Et c'est vraiment ça. Elle a laissé tomber ses enfants pour rien qu'essayer de savoir qui a tué son mari. Elle était à 100% là-dessus. Et bon, ben, même s'il aurait fallu qu'elle soit morte, ben, elle aurait été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout. Il y avait des moments où elle donnait des nouvelles, où on n'en donnait plus. Il y avait une constante, c'est j'ai peur. Mais pas une peur abstraite, j'ai peur qu'on me tue. Et elle ne citait personne derrière cette peur? Non, mais des gens qui tournaient autour de la mort de son mari et qui avaient intérêt à la faire taire, elle aussi, disait-elle. Et j'ai bien évidemment fait part de cette inquiétude dès qu'elle me consulta aux autorités judiciaires adéquates. J'étais consulté par elle en début de l'année 97 et je n'ai plus de nouvelles d'elle du tout depuis le tout début octobre 1997. Et comment avez-vous appris sa mort? Je pense que c'est pas la télévision. Et j'ai alors pris contact avec les autorités judiciaires de Namur, M. le juge d'instruction Comilio, en lui signalant que je détenais certains documents que, après avis du bâtonnier, en concertation avec le bâtonnier de Bruxelles, je pouvais lui remettre. Ces deux documents vous paraissaient brûlants? Non. Personnellement, non. Il faudrait être un bon enquêteur pour les analyser, pour les décoder. Il montrait en tout cas, bien sûr, vous savez que je suis à nouveau tenu par mon droit de réserve comme avocat. Il y avait en tout cas notamment des journaux intimes d'une grande souffrance, terrible, 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 qui remontait loin dans son enfance à elle. Oui. Il y avait des documents médicaux également qui étaient utiles sur la santé de celui qui fut son mari. Et d'autres documents qui, je l'espère, pourront peut-être être utiles à l'enquête. Enfin, moi, je vais peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai toujours dit une façon de parler que le diable était dans la baraque là-bas, parce que quand c'était pas un, c'était l'autre. Quand c'était pas Fabienne qui avait un problème, bon, c'était les gosses. Quand c'était pas les gosses, c'était Bruno. Et c'était comme une chaîne sans fin, ça n'arrêtait pas, quoi. Oui. Beaucoup disent qu'ils ne s'entendaient pas, du fait qu'il y avait toujours de la bagarre et tout ça. Il y a eu des entreprises de divorce du côté de Fabienne. Bruno n'était pas tendre, parce que suite à certaines choses qu'elle disait ou qu'elle faisait, bon, elle s'en est ramassée, ça c'est un fait. Mais malgré tout, il y avait toujours cet amour-là qui était le plus fort.
Est-ce que vous avez connu le père de Bruno? Non. Il était décédé que Bruno était tout petit. Il avait 2 ans, je crois, quand Bruno avait 2 ans quand le papa est décédé. Alors Arthur Tagliaferro, c'est son père adoptif? C'est son père adoptif, oui. Qui est son oncle? Qui est son oncle, oui. C'est donc Mathilde qui est la sœur du papa de Bruno. Ils habitaient où, en Faire-ses-Boulets? Pumier. Ça faisait des années qu'ils étaient démolisseurs là-bas. C'est ça. Ils avaient un terrain derrière chez eux? Et ils avaient un terrain derrière chez eux, oui. Et alors Bruno s'est installé sur ce terrain? Ils se sont installés sur ce terrain-là parce que, bien entendu, Arthur avait acheté à Ézou, donc il partait d'ici. Mais Fabienne était déjà malade, vous dites? Fabienne, elle a commencé à être malade, vraiment malade, quand Django est né. On a parlé de sclérose en plaques. Pas tout à fait. On ne savait pas au départ que c'était ça. On pensait que c'était des crises de tétanie. Jusqu'au moment où elle est allée, je crois, du côté de Bruxelles et qu'on lui a fait des examens. Et je crois que c'est par une ponction lombaire qu'on a déclaré donc que c'était la sclérose en plaques. Et à partir de ce moment-là, elle a dû aller souvent à l'hôpital? Oui, elle a dû aller souvent à l'hôpital parce qu'elle faisait, il y a toute une époque, elle faisait des crises de plus en plus répétées. Et Bruno, lui, vous l'avez quand même connu assez bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un moment dans sa vie, dans les dernières années, où il y a eu une rupture aussi au point de vue santé Oui. Bruno était malade. Bon, moi, d'après ce qu'on me disait, Bruno avait de graves problèmes de dos, il aurait eu des problèmes de cœur, il avait des douleurs épouvantables. Où ça? Dans le dos, toujours dans le dos. Et ça n'arrêtait pas. On a dit qu'il s'était mis à boire. Oui, moi, ça m'a vraiment laissé pantoise, je vais dire comme ça, parce que Bruno n'était pas un garçon qui buvait. Et disons que 2 ans avant sa mort, bon, c'est vrai que quand j'arrivais, je remarquais que Bruno avait bu. Et je m'étais toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'était mis à boire alors qu'il avait horreur de ça? Donc vers les années 93. Je me demande encore pourquoi maintenant. Enfin, il avait peut-être ses raisons, c'est pas ça. Est-ce qu'il voulait noyer quelque chose? Je ne sais pas, mais bon. Et comment avez-vous appris qu'il était décédé? Oula, ça a été catastrophique. Je rentrais des courses et le téléphone a sonné, et c'est son papa. Mais moi, bien sûr, sclérose en plaques, Fabienne. Bien que je savais qu'il y avait une séparation. Vous pensiez que c'était Fabienne? Je pensais que c'était Fabienne. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a, Fabienne? Il me dit, Bruno est mort. Mais il a été très net pour me le dire, quoi. Alors on est parti tout de suite, directement, on est allé là-bas. Et... moi, je ne sais pas pourquoi. Là-bas, c'était au terrain? C'est à Ézou. À Ézou? À Ézou, oui. Donc chez Arthur. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu Bruno, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment. J'ai jamais voulu croire à la mort naturelle de Bruno. Je ne sais pas, j'avais quelque chose qui me disait que c'était pas possible. Pour moi, ce n'était pas ça une mort naturelle. Il ne me donnait pas l'impression, bon, parce que j'ai quand même vu assez de personnes décédées dans ma vie, et il ne me donnait pas du tout l'impression d'être mort de mort naturelle. Et quand vous avez vu le corps de Bruno, on ne vous a pas parlé d'une autopsie ou... Moi, bon, on m'a dit qu'on avait fait toutes sortes de choses pour le réanimer, qu'il avait des coups partout, qu'il était tout bleu. Moi, je trouve qu'on n'aurait pas dû laisser Bruno comme ça, parce que bon, il avait la langue qui passait sur le côté toute bleue, c'était vraiment... Mais il aurait reçu des coups, vous dites? Ah non. On m'a dit qu'il était tout bleu, comme s'il avait reçu des coups. Mais par après, donc, on m'a dit que c'était peut-être dû aux électrochocs qu'on lui a fait, donc... que c'était bleu, quoi. On aurait entrepris des manœuvres de réanimation. Des manœuvres de réanimation, oui. Ce que je me rappelle, c'est quand j'ai été porté, on a été dit à la condoléance. C'est Madame Mathilde qui m'a dit, je lui ai dit, il est mort. Ben, il est mort devant le poêle, courbé, d'une crise cardiaque. On a fait une autopsie et c'est une crise cardiaque. D'après ses parents, il est mort, au matin il était devant le poêle, à midi il était toujours devant le poêle, et au soir on le retrouve toujours devant le poêle, dans la même position et tout ça. Et là on voit qu'il est mort. Et les enfants sont formels, ce jour-là à 1h de l'après-midi, il a téléphoné comme quoi qu'il arrivait pour manger. Non, parce que ses enfants... Il n'y aurait que Fabienne qui aurait dit qu'il avait téléphoné. On aurait encore eu des doutes, mais les 3 gars seront confirmés. Les 3. Alors. Et ils ont pris le cornet? C'est Joachim qui a pris le cornet, je crois. Joachim qui avait pris le cornet. Et lui, son père l'a dit, je vais arriver, il y a un type qui est là. Ben qui?
Ça, bon, j'aurais bien voulu savoir qui, parce que bon, peut-être c'est lui qui l'a tué, je ne sais pas. Ouais. Et bon ben. En fait, lorsque Bruno Tagliaferro est découvert le 5 novembre 1995 dans sa caravane sous le hangar, il n'y a pas de manœuvre de réanimation, mais des procédures peu habituelles. Les ambulanciers ont trouvé un corps déjà un peu raide, qui présentait des taches bleues foncées en collier à la base du cou et selon certains sur le thorax. Le médecin, qui a signé le constat « mort pour cause indéterminée », a fait placer le corps dans l'ambulance avant l'arrivée des gendarmes. Le parquet a réglé l'affaire par téléphone et le corps fut transporté par l'ambulance jusqu'à la morgue de la clinique d'Auvelais, d'où il ne sera repris par les pompes funèbres que le lendemain matin. Il n'y a donc pas eu d'instruction, même si la police judiciaire de Namur a emporté la comptabilité du ferrailleur, et ce ne sera qu'un an plus tard qu'une autopsie sera ordonnée lorsqu'après l'arrestation de Dutroux et consorts, Neufchâteau reprendra le dossier. On constatera alors un taux élevé de cyanure dans le corps, qualifié d'anormal par les experts américains du FBI, contrairement aux experts belges qui attribueront la présence élevée du cyanure à de l'autoproduction due au pourrissement des tissus. Il ne peut en tout cas pas s'agir d'un transfert chimique de la terre, puisque le corps était dans un caveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit par rapport à son éventuelle implication on a parlé des trafics de voitures et puis alors il y avait aussi le fait qu'il a reçu plusieurs fois la visite de Dutroux et d'autres personnes de l'entourage de Dutroux. Ben oui, ben je l'ai entendu aussi. Bon, moi, à vrai dire, je n'ai jamais vu Dutroux là-bas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses, mais bon... Maintenant, dans le trafic de voitures, je n'en sais rien non plus, parce que dites-moi, quel est le ferrailleur, démolisseur qui ne traficote pas? Donc peut-être bien que dans le trafic des voitures, oui, mais pour des histoires d'enfants, Bruno n'aurait jamais supporté. Et est-ce que c'est certainement trouvé un endroit où il ne fallait pas, qu'il aurait pu entendre ou voir quelque chose, et qu'on l'aurait certainement supprimé, parce qu'il n'aurait pas su se taire, quoi. Faire du mal à des gosses, c'est une chose qu'il n'aurait jamais supportée. Donc au croisement du trafic des voitures et du trafic de gosses. Oui. Vous m'avez dit qu'à un moment donné, vous aviez entendu ça, que Dutroux en voulait à Tagliaferro. Oui, ça, j'avais même dit aux enquêteurs, hein, j'avais même dit à M. Pétens que Tagliaferro, que Dutroux voulait faire descendre Tagliaferro. Bon, pourquoi, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit, hein, mais il proposait 50 000... descendre, donc tuer. Oui, le descendre, le tuer, lui et sa femme. Et alors qu'il proposait 50 000 francs plus l'arme. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé par là. Vous ne savez pas dans quelles circonstances vous avez entendu ça? Mais j'étais dans la camionnette avec Dutroux, c'est Dutroux qui me l'a dit à moi, hein, il me l'a dit à moi. Et alors j'ai dit, écoute, moi je ne fais pas des trucs comme ça. Non, mais si tu connais quelqu'un que ça intéresse ou quoi, je donne 50 000, l'arme. Et il fallait se mettre entre les carcasses de voitures, attendre qu'ils rentrent. À Comiers, là, oui. Sur le terrain de Tagliaferro. Oui. Et ça, j'en avais, quand je suis passé devant le juge Conrad, j'en avais parlé aussi. Et ça se situe en quelle année, ça? Je ne saurais plus vous dire, je crois que c'était dans le courant de l'année 93. Et si vous pensez à des gens qui auraient pu lui en vouloir, vous pensez à quoi? Les gens qui auraient pu lui en vouloir, il y en a beaucoup qui auraient pu lui en vouloir. Ce Bruno n'était pas du genre à se laisser faire. Et, des problèmes, il en a eu assez. Je sais qu'il en a eu beaucoup, mais du côté, je n'ai même pas dit côté mafia, parce que par là, j'ai jamais vu un mafia sur ce sentier. Comme il y a beaucoup qui disaient que c'était un coin mafieux, mais j'en ai jamais vu pour dire avoir des problèmes. J'ai déjà vu la gendarmerie beaucoup de fois. La gendarmerie? Oui, ils reprenaient des voitures accidentées, des voitures volées. On les exposait là, mais sinon... Les voitures volées qu'on les signalait alors? Ouais. La gendarmerie l'appelait pour les retirer. Après la mort de Tagliaferro, vous avez dit que vous aviez eu des ennuis. Sur 1 mois et demi. Par 2 fois même, on m'a tiré après la 22 longue. Et vous avez vu qui tirer? Une fois, j'ai vu que c'était un genre...
Je suis pas raciste du tout, mais pour moi, il était arabe. Enfin, c'est un homme de couleur, là. Oui, oui. Mais est-ce que il n'y a pas eu, c'est pas une représailles par rapport, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on vous avait demandé d'aller récupérer un paquet dans Oui, le c'était terrain. c'était après ça, comme j'ai pas voulu y aller. Donc, moi, je me suis imaginé que c'était après ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire de paquet? C'était quoi? Bah, c'était. Enfin, moi, je l'ai jamais vu le paquet, parce que j'ai jamais été. Mais d'après cette personne-là, il m'avait dit qu'il y avait de la poudre, donc de la blanche. De l'héroïne? Dans une voiture dans le sentier. Il m'a proposé d'aller la chercher, mais je n'ai pas voulu. En fait, on vous a même proposé de l'argent pour ça. Ouais. Vous avez refusé. Ouais, oui, puisque l'argent, je l'aurais quand même pas eu, donc. Donc ça, c'est une fois que Bruno était mort. Oui, il était mort, ça faisait à peu près un mois qu'il était mort. Oui, oui. Il avait laissé aller sur la barrière, tout, donc on ne savait pas y aller. Et ça vous a pas semblé bizarre que des gens qui savaient très bien où se trouvait ce paquet, je crois dans le coffre d'une voiture, demandent à une tierce personne d'aller la récupérer? Ah oui, ben, faut connaître le sentier déjà. Les voitures, des Opel, il y en avait beaucoup sur le sentier. Faut connaître le sentier, les emplacements, les numéros de place où elles sont. Et en plus, il fallait avoir quelqu'un qui connaissait bien les gens de l'entourage, puisque la maison était surveillée par un voisin. Mais un mois après, il restait encore ces voitures, ou les une voitures voiture dans laquelle il devrait y avoir ce paquet, quoi. Oui, mais la voiture, au moment que ce gars-là m'a demandé d'aller la chercher, quand j'ai refusé, une semaine après, la voiture était partie. Donc, tout le monde a dit que c'était Arthur qui les avait pris, mais moi je ne l'ai pas vu prendre. Tout ce que je sais, c'est qu'Arthur avait le camion de Bruno, avait des pièces à Bruno. Mais... Et c'était pas trop dur de travailler sur ce terrain? On appelle ce terrain le chantier, ou bien certains l'appellent la casse. Oui, la casse. Oui, c'est une voiture, quand elle arrivait là, un mois après, il n'y avait plus de voiture. Le gars ne récupérait pas, mais nous on démontait tout. On avait un deuxième camion sous chantier, on les entreposait une sur l'autre. Donc, et automatiquement, quand il y avait une soixantaine de voitures, même 100 des fois, c'est une presse mobile qui venait sur place. Une presse? Oui, une presse mobile. Sur camion? Oui, qui venait sur place écraser les voitures. Et on en faisait des cubes? Ouais. Oui. Mais il y en avait certaines qui partaient quand même à l'exportation, non? Il y en a qui ont parti sur des camions, mais je ne sais pas où elles ont été. C'est peut-être pour ça qu'il était en relation avec le Portugal, c'est parce qu'il y en a certaines qui partaient au Portugal. Je sais bien qu'ils ont des pièces qui ont parti pour le Portugal, mais à part ça... Mais c'est en relation... Enfin, ça c'est des pensées à moi. Puisque son beau-père Arthur, là, lui il exporte au Portugal, donc je lui ai posé la question, il m'a dit que ça ne me regardait pas de toute façon. Oui. Mais je me suis imaginé qu'ils travaillaient ensemble pour le Portugal, parce que le camion, quand il venait là, il était déjà chargé généralement. Et puis moi je l'ai vu une fois le camion... moi je partais à 5h, mais après 5h il se passait encore des choses sur le sentier. Le sentier était ouvert jusqu'à 10h là. Et qu'est-ce que vous faisiez vous sur le chantier? Démontage des pneus, des voitures qui arrivaient accidentées, récupérer les pneus, démonter les pièces. Et il y en avait qui logeaient sur le terrain dans les caravanes par exemple? Oui, il y en a eu... Bah oui, parce que je travaillais pour rien, donc... moi je serais patron, les ouvriers viennent chez moi travailler pour rien, je les veux bien. Ils donnent à manger, manger une fois par jour. Pour lui c'est du bénéfice net. Et est-ce que vous aviez déjà vu par exemple Diakos Stavrianos qui s'appelait Michael aussi? Je l'ai entreaperçu une fois ou deux. Donc Diakos Stavrianos? Mais l'avoir parlé ainsi avoir parlé, j'ai jamais parlé avec. Et puis c'était une personne que Bruno n'aimait pas tellement non plus, mais c'était un homme de métier. C'est-à-dire qu'un homme de métier, ça veut dire... Lui, il venait pour acheter des pneus. Bruno n'a jamais refusé un client du genre... on avait beau être riche ou pauvre ou quoi. Pour lui, le client, c'est un client. Je ne suis pas sûr que Bruno savait ce que dans la magouille que ce gars-là était. Certaines fois, je suis allé chez lui, il y avait des gens qui me disaient « je ne sais pas te recevoir aujourd'hui ». Bon, c'est le business. Vous n'avez jamais vu ces gens? Non, une fois j'ai vu Weinstein, 2 fois même là-bas, c'est tout. Mais Weinstein, je l'avais déjà vu à l'Oasis, à Templou, parce qu'on se surnommait Jonas, il ressemblait fort à Jonas. C'est là-bas que je l'avais vu premier, moi.
Weinstein. Mais après, je l'ai revu une fois ou deux chez Bruno, c'est tout. Et quand vous avez vu Weinstein, ça vous a étonné de voir une personne comme ça sur le terrain? Non, pas du tout, parce que bon, en commerce, n'importe qui peut aller chez lui. Il y avait souvent beaucoup de personnes qui allaient chez lui. Hein. C'est ça, oui. C'était un démolisseur. Et les autres, par exemple Diakos Stavrianos... non, ça ne me dit même rien. Ça. Non. Et le lièvre Le lièvre, il est venu ici au café, lui, hein, vu qu'il habitait ici, building, là, qu'il habitait, lui. Vous avez déjà rencontré Bruno Tagliaferro. Vous pouvez me dire un peu dans quelles circonstances? Dans un café, il était avec Michel Lelièvre. Et comme moi je connaissais Michel, je suis allée lui dire bonjour et bon, j'ai fait la connaissance. Et Michel Lelièvre, vous le connaissiez depuis longtemps? Oui, j'avais fait mes études avec. Et c'était quoi pour un garçon, ce Michel Lelièvre? Un garçon très timide, c'est ça que je ne comprends pas que lui soit tombé là-dedans. Ou alors c'est à cause d'une seule chose, c'est de la drogue. Oui, parce qu'il était accroché aussi, lui. Oui. Et vous ne savez pas vers quelle époque vous avez rencontré Bruno Tagliaferro avec Michel Lelièvre? Quand exactement, j'aurais pu dire. C'était peut-être 6 mois ou 1 an avant que l'histoire... Le décède. Hein? Oui. Et vous m'avez dit, lorsque nous sommes vus, que vous vous rendiez compte qu'il était dans le trafic des voitures. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça en une soirée? Parce qu'il parlait de voiture. Il parlait de voiture? Il parlait qu'il lui fallait une voiture. Et vous croyez que c'est du trafic ou bien c'est du commerce? Non, à mon avis, c'est du trafic. Quand on demande, je vais dire, à un toxicomane comme Michel, quoi, pour avoir une voiture, c'est... Donc il lui demandait de ramener une voiture? Ça, ouais. Avant, moi avec mon ex-petit copain, de temps en temps, bon, lui il volait une voiture, mais bon, il roulait avec comme ça, comme lui c'était plus, je vais dire, malheureusement pour s'amuser, quoi. Autrement, il y en a beaucoup qui volent des voitures pour les revendre, soit ils vont en Hollande avec, ils les échangent, quoi. Mais est-ce qu'il y a des intermédiaires? Quand on vole une voiture, est-ce qu'on la garde pour soi-même ou bien ça fait partie de tout un jeu d'opération? Non, c'est tout un jeu d'opération. Vous m'avez dit que votre... D'ailleurs, il avait même chipoté avec monsieur. Oui. Donc votre ex-petite amie, ça? Oui, ça, oui. Même, certaines fois, il demande, ramène-moi une paire de jantes, t'auras autant d'héroïne. Ah oui, oui. On pouvait payer l'héroïne avec des jantes de voiture? Oui, des jantes ou un poste, ou certaines fois, toute une voiture, et bon, il changeait ce qu'il lui fallait, quoi. Oui, oui. Pour une voiture, on pouvait avoir beaucoup, quoi. En général, le plus qu'il avait, c'était 25 grammes. 25 000? Non, 25 grammes. 25 grammes? Pour une voiture? Avec 25 grammes... Normalement, il pouvait avoir beaucoup plus. C'est parce que, bon, la personne là ne lui donnait que ça, quoi. Donc, votre ex-ami qui travaille en maçonnerie? Oui. Oui. Maintenant, il est en prison. Il est en prison pour des affaires de trafic de voitures? Trafic de voitures et alors stupéfiant, quoi. Dans ce truc-là, celui qui s'en sort, c'est celui qui fait des trafics. Celui qui s'en sort pas, c'est celui qui essaye d'être honnête. Je lui ai bien dit qu'il essaye, parce que je veux dire, dans ce truc-là, on ne saurait pas. Moi, je veux dire, on peut essayer de me prouver un démolisseur qui essaye d'être droit, mais vous verrez bien, on peut faire ses comptes, et les taxes et tout le bazar, des comptes et tout, il ne gagne rien.
Et eux, ils se crèvent. Je me rappelle qu'il faisait une fois moins 15, on brûlait des pneus, on retirait les moteurs, tout ça. Et ça allait vite pour démonter une voiture? Puis ça dépend aussi si ça doit être rapide ou si ça ne doit pas être rapide. Oui. Il y a des voitures quand en 2 heures de temps, ça y est, c'est fini. Oui, oui. Surtout la nuit alors? Oui, surtout la nuit. Oui. Et est-ce qu'il travaillait la nuit? Lui, non. Je ne sais pas dire ça. Je sais bien qu'il avait déjà volé une voiture et qu'elle était au bout de son, comment on appelle ça, hangar là-bas, au bout. Et que bon, il a attendu la journée pour démonter les pièces. Il se faisait prendre. Oui. Je crois qu'à ce moment-là, c'était dans les derniers temps, il en avait vraiment plus rien à foutre. Quand on a acheté la Lancer ici, il y avait peut-être 1 an qu'on l'avait, des gens chez lui ont dit qu'ils avaient repéré une voiture blanche, il leur fallait une voiture Mitsubishi blanche, Lancer, et qu'ils en avaient repéré une ici à Boulay, tout ça. Et moi, pour bouffer, je leur ai demandé où à Boulay. Ah là, dans les champs, à Queue d'Elmé. Et du coup, oui, ça va, c'est celle d'un beau-père. Et c'est comme ça qu'on ne nous a pas volé la voiture, ou sinon on l'était. C'était parti. Vous m'avez dit aussi qu'il portait parfois une arme. Oui. Ouais, il aimait bien les armes. Oui, il aimait bien les armes, et c'était un bon tireur. Ouais. Pas un petit bidon. Les armes, on lui a même dit, fais gaffe à ce que tu fais. Moi, ça pouvait peur. Il savait en avoir comme il voulait. Et comment on savait qu'il savait manier les armes? On ne le contactait pas pour rendre certains services, comme aller récupérer des dettes ou... Même s'il l'aurait fait, c'est pas des affaires à se vanter. Oui, bien sûr, oui. Je ne crois pas. Que ce serait... Il n'était pas un type à aller chez un autre type, lui dire tu dois de l'argent à un tel type, non. C'est-à-dire qu'un terrain de frayeur, finalement, c'est plein de carcasses, plein de pneus, c'est plein... Et on peut y mettre... Est-ce que peut-être mon beau-frère, quand il est revenu de Portugal, il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas? Ça aussi, ça se peut bien. Il aurait vu vite parce qu'il est revenu du Portugal le 4... Le 4 novembre 1995 et il est mort le 5. Mais Bruno a été parti au Portugal, soi-disant, pour se désintoxiquer. Ouais. Bon, c'est ce qu'il voulait, lui. Mais bon, là-bas, on a fait autre chose. Au Portugal? Ouais. On l'a envoyé au Portugal pour essayer de le descendre par là, de le liquider par là. Mais on ne l'a pas réussi. Par la boisson? D'une façon ou d'une autre, quoi, plus ou moins légalement, et ça y est, on n'a pas réussi, ici on ne l'a pas raté. Quand il est revenu, il gênait, c'est tout. Il est mort avec du cyanure. Il gênait. Mais c'est vrai que... Bruno aura fait une bêtise ou l'autre, quoi, je n'en sais rien, et on le tenait avec ses gosses, et on lui a fait faire des choses. Et alors... Après la mort de Bruno, Fabienne était encore plus désemparée, probablement. Oui, elle était désemparée, mais moi, j'ai revu Fabienne, donc disons, quand Bruno est mort. Elle ne vous avait jamais confié que Bruno avait des secrets Non. Quand elle est venue dire avec Zico et tout ça, bon... elle m'en avait parlé, mais moi, je vous dis, je pensais qu'elle fabulait encore, parce qu'un jour, Fabienne m'a téléphoné, c'était un samedi, et elle me dit... Demain, j'aimerais que tu viennes avec moi au terrain. Alors, je dis, ça va, pour quelle heure? À 9h30. Donc, à 9h30, Fabienne était ici. Et on est parti au terrain et elle cherchait après quelque chose. C'était pas dans les carcasses de voitures, il y avait toujours les caravanes qui étaient là. Il y en avait même une qui avait été forcée, qui avait été sabotée. Alors, je ne sais pas, on avait été tout retourné. Et alors, elle était en train de chercher, je ne sais pas quoi. Elle n'a jamais voulu me le dire. Et par après, donc, j'ai su que c'était la fameuse mallette avec des armes. Quand on a fait toutes les... Quand on a fait les fouilles en fin août 96. Oui, et qu'on a dit donc qu'on avait cherché une mallette avec des armes. Donc pour moi, du fait qu'elle n'avait pas voulu me dire ce qu'on était en train de chercher, j'en ai déduit que ça pouvait être ça, quoi. C'est ça, oui. Queumier, fin août, début septembre 1996. Les fouilles dureront 3 jours et 2 nuits, mais on ne retrouvera pas la mallette contenant l'arme de haute précision avec viseur infrarouge
tel que Bruno en avait parlé avec Fabienne. C'est en tout cas ce qu'elle venait de déclarer aux enquêteurs. Lors des fouilles, elle est présente sur le terrain, les journalistes aussi. Et je ne suis pas une menteuse. Je me bats désespérément depuis que mon mari est décédé pour enfin découvrir la vérité. Je me suis battue jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce qu'il vous avait dit avant sa mort? Mon mari m'avait dit que c'était fini, qu'il savait beaucoup trop de choses. Et que bon, pour le 5, ce serait terminé. Il ne m'avait pas dit de quel mois, mais il m'a dit le 5. Évidemment, je pense, je me dis, c'est pas possible, quoi. Bon, ce qu'il est, il est sur la lune. Bon, vous comprenez bien que, évidemment, c'est vrai, c'est arrivé. Mon mari est décédé le 5, j'en ai été avertie le 6, monsieur. Je l'attendais. Il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il arrivait. Nous l'avons attendu, mes enfants et moi-même, patiemment à la maison. Il n'est jamais rentré. Elle me donnait l'impression d'être vidée, elle disait n'importe quoi, c'était même très grave. Elle est arrivée à un point que, bon, j'étais chez elle et on montrait une publicité à la télévision, ben, c'était un code secret, c'était un message qu'on lui lançait, parce que la femme blonde c'était elle et le monsieur brun c'était Bruno. Et j'avais même peur parce qu'elle se promenait avec une histoire dans son sac comme ça, hein. C'était un couteau à Bruno. Tiens, c'est mon mari ça. C'était un couteau à Bruno et je vous jure qu'elle l'a sorti, que j'avais quelqu'un ici, c'était effrayant. Hein. Mais alors, entre tout ça, il s'est passé... C'était pour se défendre C'était pour se défendre. Utiliser ça. Oui. Et il s'est passé, donc, pendant ce temps-là, qu'elle a fait placer sa gamine. Alors ça, moi, encore aujourd'hui, je lui ai pardonné parce qu'on ne peut pas ne pas pardonner, mais ça me reste encore accroché. Qu'elle ait fait placer Elle a fait placer la gamine. Parce qu'elle voulait consacrer tout son temps à sa recherche? Je ne sais pas parce qu'elle nous a tous éliminés un par un. Donc je veux dire que toutes les personnes qui voulaient l'aider, qui l'aimaient vraiment, ce qui veut dire ses parents, ses sœurs, ses enfants, ici, et peut-être d'autres personnes que je ne sais pas, mais nous, elle nous a carrément éliminés. Maintenant, avec le recul, je ne sais pas, et d'entendre toutes les nouvelles choses qu'on entend, j'arrive à me poser une question, soit que Fabienne était devenue folle, qu'elle ne voulait plus personne autour d'elle, ou alors, est-ce qu'elle a voulu les éloigner pour les protéger? Au moment où les fouilles de Queumier sont montrées à la télévision, des témoins réagissent. Un homme vient spontanément dire aux gendarmes de Sambreville que Bruno Tagliaferro lui avait donné un jour des documents de trafic de voitures à détruire et des cassettes vidéo à remettre de la part de Bruno à un juge de Charleroi. Le médecin qui avait un an auparavant signé le constat de décès de Bruno Tagliaferro se présente lui-même à Neuchâteau pour dire qu'il avait finalement trouvé des choses bizarres lors de la mort du ferrailleur. Quant à Fabienne Jopard, c'est en voyant à la télévision l'arrestation de l'inspecteur Zico, inculpé par la suite pour faux, usage de faux, complicité de vol et de recel de voitures et camions et diverses escroqueries, qu'elle décide de tout déclencher en téléphonant à la BSR de Charleroi, cellule d'enquête de Neuchâteau. Quand j'ai vu Zico à la TV, automatiquement, je rentrais d'un tournoi de football où j'avais accompagné mes fils. J'étais avec ma fille. Et il était 7h, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Il était 7h, mais vous savez, les enfants, ils rentrent à la télévision, c'est un fait certain. C'était le journal, j'ai entendu l'arrestation de Zico. J'ai pris le 101 et j'ai téléphoné. Et de là, en effet, ils ont été très vite là, ça je ne peux pas dire. Les enquêteurs sont arrivés. Je leur ai remis des documents que mon mari m'avait remis. Dans une déclaration faite à Neuchâteau en novembre 1996, Fabienne déclare qu'elle connaissait Georges Zico pour l'avoir déjà vu une fois chez Arthur, d'autres fois chez un garagiste où son fils aîné était mis en garderie dans les années 92-93. Elle ajoute que c'est à ce moment-là que Bruno s'était mis à boire et à paniquer en raison de ce qu'il savait des rencontres entre Zico et ce garagiste. « J'en sais trop, disait-il, je suis un mort en sursis. » Mais rien n'a jamais été fait par les enquêteurs de Neuchâteau pour vérifier cette déclaration. Nous avons pris contact avec l'inspecteur Zico qui dément fermement connaître Fabienne, Bruno ou Arthur ou ce garagiste et regrette amèrement le tapage fait autour de son nom à partir des déclarations d'une personne qui ne jouissait plus de ses facultés mentales. Il y a d'autres noms sur cette liste de personnes qui sont arrêtées pour l'instant? Le marchand de pneus, moi je dis je ne sais pas éventuellement comment vous l'appelez. Le grec qu'on dit, oui. Vous dites le grec, oui, alors c'est bien ça, le marchand de pneus. Il y avait le nom de Dutroux sur cette liste? Oui, oui, en effet. Le nom de Weinstein? Oui. C'était sur la liste? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous saviez de ces noms-là? Il m'avait donné des noms comme ça, il m'avait dit que il fallait que je fasse très attention parce que c'était dangereux, mais moi je dis bon. Le lendemain,
je l'ai retrouvée à la clinique le dimanche matin à 9h du matin, à la clinique, de nouveau plein de coups, et elle me dit, tu vois, j'ai eu la langue trop bien pendue, tu vois à quoi ça sert de faire déclaration à la télévision. Donc, juste après ces déclarations devant le terrain de Ceumiers, vous la retrouvez à la clinique. Quel genre de coups avait-elle reçu à ce moment-là? C'était des coups dans la nuque, sur les épaules, sur les bras, sur les seins et sur les cuisses. C'est probablement une espèce de coup de barre ou de bâton. Oui. Donc hier, oui, il y a des gens qui ne veulent pas que je raconte tout ça. Donc vous, à ce moment-là, vous la sentiez menacée ou... Oui, j'étais faire une déclaration à la gendarmerie de Tamines en disant, mais écoutez, elle habite dans votre quartier, il faudrait quand même, avec tout ce qu'elle a dit maintenant, comme je l'ai trouvée à la clinique, quand elle sortira de clinique, il faudrait bien que vous exerciez sur elle une certaine surveillance. Et comment ça s'est passé à la gendarmerie? Je crois que c'était un adjudant. Il m'a d'abord fait raconter tout ce que je savais. Et sur le jour part, il ne m'a pas cru pour rien du tout. Et alors, il a fait comme réflexion, une réflexion qui m'a totalement déplu. De toute façon, cette fille-là, elle est bien connue dans tout Ceumiers, dans tous les Bachères. Bachères, c'est un quartier populaire de Tamines. On sait bien que n'importe quel Sicilien peut coucher avec elle, il n'y a pas de problème. Donc, par conséquent, c'est une fille, on ne sait pas la croire. Et ce qu'elle a fait à RTS, c'est pour se mettre en évidence. Donc, ils n'ont pas acté votre déclaration? Ils n'ont pas acté ma déclaration. C'est une autre fois, encore par après, qu'elle était de nouveau en clinique pour des coups et qu'il y avait comme un jeune de 18-19 ans, assez costaud. Je ne sais pas si c'est un Marocain ou un Sicilien, il avait le type méridional. Et manifestement, cet homme-là n'aimait pas qu'elle parle. Mais elle n'avait pas peur de parler devant lui quand même. Parce qu'elle a dit à ce garçon-là, l'abbé ici, je lui fais confiance, je le connais depuis longue date. Les 2 dernières fois que je l'ai vu à la clinique, c'est donc... entre 1 mois et 8 jours avant sa mort, chaque fois, il y avait un jeune dans sa chambre. Et la dernière fois, elle m'a dit, monsieur, vous le curé, vous n'avez rien à voir avec cette affaire-ci, je ne veux plus vous voir dans la chambre de Fabienne. Alors je suis parti, sans me disputer. Donc avant d'apprendre qu'elle était décédée, vous l'aviez vue encore? 8 jours avant. J'ai pu lui parler, mais je me demandais si elle ne cherchait pas à m'embobiner moi-même, parce qu'elle me disait, tu sais, j'en ai trop dit, et maintenant je regrette tout ce que j'ai fait, et alors maintenant, ils veulent ma mort, ils mourront. Ils veulent ma mort, ils mourront, quelque chose comme ça. Ma première hypothèse, je n'ai aucune preuve de cela, ça serait des gens de la bande Dutroux-Nioul qui voudraient absolument la faire taire définitivement. Une autre hypothèse qui est plutôt la mienne, ça serait ce que dans le milieu des ferrailleurs et des Siciliens, de côté Farcienne, Florus et tout ça, ces gens-là n'ont pas aimé qu'on mélange leur histoire de trafic de voitures avec toute la bande du trou. Et probablement que Fabienne a un peu mélangé les choses. Je pense que c'est une vengeance de ce type-là. Fabienne Jopard est une personne que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et qui m'a confié certaines choses, mais qui n'était pas pour autant une amie que je côtoyais régulièrement. En fait, elle s'acharnait parce que les enquêteurs ne voulaient pas croire ce qu'elle disait. Et je crois que c'est du fait que justement on voulait la faire passer pour folle, qu'on disait, bon, elle dit des choses qui ne tiennent pas la route, elle invente n'importe quoi. Je crois que c'est pour ça qu'elle s'est acharnée, pour donner des preuves, quoi. Et alors, l'année dernière, au mois de mars-avril, elle m'a dit, écoute, j'ai quelque chose à te confier. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, Fabienne? J'ai connaissance que Bruno a dû détruire toute une voiture et on ne retrouvera rien du tout, que c'est une voiture qui aurait servi à l'enlèvement de 2 gamines. Ça a été ce terme. Sur le moment, j'ai été moi-même époustouflée. Alors moi, je lui ai suggéré ceci. Je dis, écoute Fabienne, je dis, on essaye de te faire passer pour folle et complètement débile et fabulatrice. Je dis, arrête les dégâts, puisque tu dis toi-même, on ne retrouvera rien de la voiture. Elle m'avait dit que c'était une voiture que son mari avait démontée, qui avait servi à l'enlèvement de 2 enfants,
Et quand j'ai demandé qu'elle me précisait les enfants, elle a un peu hésité au départ. Elle a dit que c'était 2 enfants. Et puis elle a dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'ai quand même dit ce que j'avais à dire. C'est la voiture qui a servi à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Elle disait que son mari savait des choses, qu'il savait des choses et qu'il partageait une sorte de secret avec d'autres personnes, mais elle ne donnait pas les noms de ces autres personnes. Parce qu'à 2 autres personnes, 2 copines, elle a dit, 1 mois ou 2 après vous avoir rencontré, cette phrase que son mari, Bruno Tagliaferro, lui avait confié avoir démoli la voiture qui avait enlevé à l'une, elle dit 2 gamines, à l'autre, elle dit Julie et Mélissa. Oui, elle ne m'a pas dit ça à moi, mais je sais qu'elle l'a dit ça à des enquêteurs, ou en tout cas qu'elle a eu l'intention de parler de ça, que c'était sa première intention finalement quand elle s'est adressée à la justice en août 96, puisque lorsqu'elle téléphone fin août 96 au service 101 de la gendarmerie de Charleroi pour dire « j'ai des révélations à faire », ce qu'elle dit très clairement, c'est noté à l'époque par le peloton de service, c'est « j'ai des révélations à faire relativement à un trafic de voitures qui est en rapport avec l'enlèvement de Julie et Mélissa ». Parce que certains enquêteurs de l'époque qui l'ont un peu suivi disaient que plus elle voyait des choses à la télévision et plus elle en remettait. Finalement, vous, en fin octobre 97, vous publiez un article révélant qu'une voiture ayant été volée à Namur aurait pu servir à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Oui, et aujourd'hui, bon, l'enquête confirme que c'est vraisemblablement cette voiture-là qui a servi à enlever Julie et Mélissa. Il s'agit en fait d'une Citroën BX qui a été volée dans la région de Namur la veille de l'enlèvement. En tout cas, c'est ce que l'on croit maintenant à Neufchâteau. Oui, mais justement, c'est une voiture qu'on ne retrouve pas, donc on n'en aura probablement jamais la preuve. En tout cas, ce qui est clair, et ça c'est un élément matériel, c'est que dans les jours qui ont suivi le décès de Bruno Tagliaferro, à savoir donc le 20 novembre 1995, un inventaire a été dressé par un notaire de tout ce qui se trouvait sur le terrain de Bruno Tagliaferro. Et à cette date-là se trouvait sur le terrain une Citroën BX. Alors bon, c'est un petit élément, mais qui, à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui, et de ce que l'on sait en fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire bien avant que l'on dessaisisse Neufchâteau du dossier Tagliaferro, on sait que donc il faut retrouver dans cette affaire une Citroën BX, et à partir de ce document du notaire, qui relève la présence de cette Citroën en novembre 1995 sur le terrain de Tagliaferro, donc très peu de temps après son décès, eh ben on n'a rien fait à Neufchâteau. Si cette BX Citroën correspond à la voiture volée à Jambes la veille de l'enlèvement de Julie et Mélissa, alors, puisqu'elle est sur le terrain de Bruno Tagliaferro après la mort de celui-ci, elle ne peut avoir été démontée. Mais le lien avec l'affaire Dutroux serait fait. Il est donc urgent de procéder à des vérifications à un moment où la presse elle-même publie le numéro de châssis de la voiture volée à Jambes le 23 juin 1995. Le lundi 21 juillet 97, Fabienne est venue ici, qu'elle m'a apporté 2 grands sacs à poubelle, en disant que c'était des papiers qu'elle avait retrouvés. Mets ça de côté, cache-les bien. Bon, moi j'ai pas pris la peine à ce moment-là, je les ai bien mis de côté, tout ça. Et que sont devenus les sacs? Par la suite, quand on a sorti dans les médias qu'on recherchait la voiture qui avait servi à l'enlèvement de Julie et Mélissa, je dis là ça commence à brûler pour moi, je vais plus garder ça ici. Et je les ai remis à 2 enquêteurs ici à Namur. De la BSR? De la BSR de Namur, du service de BSR de Namur. Et au départ, j'avais une amie qui est venue, je lui ai téléphoné, parce qu'elle était au courant, à mon insu, elle était au courant, Madame Fabienne lui avait parlé aussi de cette voiture. Je l'ai joint ici début septembre, j'ai dit, écoute, il faut absolument que tu viennes. Je dis, on va voir ce qu'il y a dans ces sacs-là. C'était quel genre de papier? Toutes des adresses, des papiers notaires, des papiers de TVA, mais énormément d'adresses de garagistes, de ferrailleurs et tout ça. Il y avait des papiers qui avaient uniquement des numéros de téléphone, sans nom. Il y avait des photos. J'ai vu une mallette brune chez une amie de Fabienne Jopard, donc, que je côtoyais assez régulièrement.
Et Fabienne avait remis donc à cette personne, elle avait remis un sac en plastique. Elle l'avait caché dans un endroit de la maison et au moment où on l'a sorti, j'ai été très surpris car j'ai vu une lame d'un couteau donc, qui avait déchiré le sac en plastique. Je n'ai absolument rien trié, j'ai rien voulu toucher. Mon ami m'a juste fait remarquer qu'il y avait des photos de Fabienne en Tchécoslovaquie ou en Tchéquie, je ne sais plus. Et qu'il y avait une photo, là je l'ai bien visionné, il y avait une photo d'un enfant à peu près de 3 ans qui était donc sur une table avec un coussin allongé, qui était nu, les jambes ouvertes et où on voyait l'enfant donc avec... c'était une petite fille, on voyait son sexe, quoi. Là, ça m'a frappée parce que cette photo, je l'avais mis totalement séparée des papiers. Et quand j'ai remis ces papiers-là aux enquêteurs, c'est la première chose que je leur ai montré, la photo. En réalité, dans le dossier Tagliaferro, on n'a jamais véritablement découvert de documents ou de documents secrets ou de documents qui impliqueraient des trafics de drogue ou que sais-je, puisque ce sont des choses qu'elle a affirmées malgré toutes les recherches qui ont été effectuées. Alors, les nouvelles déclarations qui ont été faites viennent d'une amie dont je ne citerai pas le nom, je sais que vous le connaissez, mais enfin il ne nous appartient pas de citer cette personne. Cette dame avait remis au mois de septembre, le 23 septembre 1998, une série de documents à la BSR, documents qui étaient en fait des documents qui avaient été transmis à la demande de Madame Jopard elle-même. Ces documents, qui ont été bien entendu réexaminés, ne constituaient nullement des documents neufs ou des documents pouvant amener de nouveaux éléments dans le cadre du dossier de Neuchâteau. Il y avait des photos de son mariage, il y avait des photos de ses enfants, il y avait des coupures de presse lors des fouilles de Queumier en septembre 1996. En fait, du brol principalement. Des factures? Pardon? Des factures? Une ou l'autre facture. Oui, non, pas des factures comme ça, des relevés, pas des relevés téléphoniques, des notes de téléphone, des factures de gaz. Je pense qu'on peut donner peut-être une précision, c'est que, mais ça c'est pas à nous à vous l'indiquer non plus, on n'a pas exclu, semble-t-il, l'hypothèse d'un passage de voiture dans le chantier de Tagliaferro. Donc ça reste en tout cas une hypothèse ou une piste sur laquelle Neuchâteau travaille ou peut travailler, mais ça, moi je n'ai pas évidemment de commentaires à faire là-dessus, mais c'est évidemment, un des éléments en tout cas qui a été porté à la connaissance de certains et qui n'est pas tout à fait à exclure, mais ça ne relève pas en tout cas des investigations de Namur. Mais la question c'est ça finalement. Vous parlez de la voiture qui a servi à l'enlèvement de Julie Willis. Par exemple, je n'en sais rien. Et en plus, ce qu'on constate et ce qui est établi aussi, qui renforce la crédibilité de Fabienne Jopard, c'est que les personnes qui entourent Tagliaferro, donc son réseau relationnel, est bien celui que Fabienne Jopard décrivait, et c'est même plus que ce qu'elle disait. Donc en clair, Fabienne Jopard, qu'est-ce qu'elle dit aux enquêteurs à ce propos? C'est que Bruno Tagliaferro est en contact avec Diakos Stavrianos. Mais elle ne dit pas aux enquêteurs, en tout cas, elle ne dit pas que son mari est en relation avec Dutroux. Donc elle n'en rajoute pas, si vous voulez. Il y a des témoins qui ont vu que son mari était en relation avec Dutroux. Tout à fait, ça s'est établi par l'enquête. Et Dutroux, qui l'a d'abord nié dans un premier temps, l'a admis finalement. Et des témoins, en effet, le confirment, de même que des témoins ont confirmé que le lièvre venait sur le terrain, que Tagliaferro était en contact aussi avec un certain Damien Randazzo, qui est un type quand même important dans cette affaire, puisque c'est la personne qui, quelque part, sert d'alibi à Michel Nioul dans le dossier. C'est un garagiste de la région qui avait en sa possession la voiture de Michel Nioul au moment de Sabine et Laetitia. Weinstein a été aussi vu.
Oui, Weinstein. Donc en fait, on a là toute la filière, ou en tout cas le début de la filière Dutroux. Mais Dutroux dit qu'il venait uniquement pour des pièces détachées. Oui, mais il y a dans le dossier des indications, des témoignages qui laissent à penser que Dutroux connaissait mieux Tagliaferro que ce qu'il veut bien dire. Il y a un témoin notamment qui explique avoir vu Dutroux en compagnie de Tagliaferro dans un établissement de la région qui s'appelle Le Grand Salon. En compagnie de Tagliaferro ? En compagnie de Tagliaferro, tout à fait. Il dit que avec Dutroux, ils sont en train de chercher les auteurs d'un vol qui vient d'avoir lieu sur son terrain, ce qui montre que les deux hommes se connaissaient tout de même un petit peu. Mais encore une fois, ce témoin n'a jamais été utilisé entre guillemets comme il aurait dû l'être. C'est vrai, je pense qu'à partir d'un certain moment, Fabienne Jopard a un peu perdu les pédales. Je crois que ça ressort clairement du dossier d'instruction mené à Neufchâteau. Mais je crois qu'il y a plusieurs étapes dans le comportement de Fabienne Jopard et on voit que dans les premières déclarations qu'elle fait, elle ne disjoncte pas du tout et que la plupart des choses qu'elle déclare, d'une part, semblent crédibles, et d'autre part, lorsqu'elles sont vérifiées, lorsqu'elles ont été l'objet de démarches de vérification par les enquêteurs, eh bien, elles se sont avérées exactes. Quand elle décrit l'univers dans lequel elle vivait en compagnie de son mari et quand elle décrit les activités de son mari qui sont des activités de type polycriminel, un peu comme celle de Marc Dutroux, l'enquête établit que là aussi, elle a raison. Il est établi que Bruno Tagliaferro était dans les armes, dans les voitures, qu'il y avait de la drogue qui circulait sur son terrain. Il faut essayer de répondre aux questions qui se posent, ne fût-ce peut-être que par rapport aux enfants de Bruno Tagliaferro et de Fabienne Jopard. Et donc, parmi 1000 questions qui restent sans réponse, il y a notamment le fait qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre la famille, les membres de la famille Tagliaferro qui ont découvert le corps du ferrailleur. Il y a des documents aussi, des pièces qui apparaissent dans ce dossier, comme par exemple des disquettes un jour qui sont saisies sur le terrain de Tagliaferro. On a un procès verbal qui relate cette saisie et puis il n'y a aucune exploitation. Il y a des clés qui sont remises par Fabienne Jopard aux enquêteurs. Il n'y a aucune exploitation pour savoir à quoi correspondaient ces clés. Les enquêteurs découvrent à un certain moment que Bruno Tagliaferro avait acheté un terrain dans les Ardennes. Il n'y a aucune recherche pour localiser ce terrain et aucune fouille, bien évidemment, du terrain. Il y a des tas de personnes qui sont citées, comme Zico, mais aussi bien d'autres, et qui ne sont jamais interrogées par les enquêteurs. Et on sait aujourd'hui que, bien après le dessaisissement de l'enquête, au profit de Namur, Neufchâteau, ou à Neufchâteau, des gens ont eu sans doute des scrupules par rapport à ce dossier, puisque des contacts ont continué avec certains enquêteurs de Neufchâteau qui s'apprêtaient à faire des devoirs supplémentaires à propos du témoignage de Fabienne Jopard, et notamment certaines confrontations, mais qui n'ont pas pu avoir lieu puisqu'elle est morte avant. À partir de quel moment vous êtes-vous porté partie civile dans ces deux dossiers ? À partir du moment où on portait plainte contre X en 1995 pour la disparition et l'enlèvement de Julie et Mélissa, nous nous sommes retrouvés partie civile dans tous les dossiers de Neufchâteau. Et au moment du dessaisissement, on est resté partie civile, du moins dans le dossier Tagliaferro. Et par après, lors de la mort de Fabienne Jopard, nous nous sommes portés partie civile, puisqu'on a ouvert un autre dossier
à Namur par le même juge d'instruction d'ailleurs. Apparemment, ils n'ont pas fait de lien puisqu'il y a 2 instructions différentes. Donc il est aussi porté partie civile dans le dossier de Géopard parce qu'on estime qu'on est privé d'un témoin capital de la recherche de la vérité sur l'enlèvement et le décès, le viol et le décès de Julie Mnissa. Dans cette perspective-là, vous pensez qu'il y a beaucoup de témoins qui ont été donc qui ont disparu, dont vous êtes privé? Disons qu'on s'aperçoit que certains témoins qui ont été auditionnés en 96 sont décédés, oui, par des morts étranges. Tout à fait, c'est des témoins. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que ces témoins ne parleront plus jamais. Parce que dans le dossier Fabienne Jopard, il y a un inculpé, c'est sa dernière relation masculine. C'est-à-dire que ça a fait grand bruit quand on l'a inculpé et quand on l'a arrêté, mais bon, sous silence, on l'a libéré dans les jours qui ont suivi, et puis voilà, quoi. Il reste inculpé? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Il reste inculpé. Tout comme Zico, Nikos Stavrianos, Niol, etc. restent inculpés dans le château aussi, hein, parce qu'on l'oublie souvent aussi, ça. Donc, être inculpé, ça veut dire que il continue à y avoir matière à enquêter, quoi. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Et pourquoi ?